Il y avait beaucoup d'informations dans le précédent talk. Il y en aura au moins autant dans celui-là. Je suis désolé. J'espère que vous allez trouver ça aussi intéressant. Oui, l'autre micro. J'espère que vous allez trouver ça aussi intéressant que je l'imagine. Je vais vous parler d'une bibliothèque de composants que j'ai faite, que j'ai, enfin, oui, j'ai participé, j'ai fait beaucoup de choses dedans. Un petit mot sur moi, un tout petit mot. Je suis circassien et vous allez avoir des preuves. Je suis papa, j'aime les énigmes, les langues étrangères, les jeux de construction, et c'est pas pour rien donc que je suis devenu développeur. J'aime aussi transmettre et j'ai une formation de professeur. J'ai été professeur de SVT pendant 3 ans. Je suis aujourd'hui développeur depuis à peu près longtemps et professionnellement à temps plein depuis 2005. Je suis indépendant depuis 2016, formateur depuis la même époque et enseignant aussi dans des écoles d'ingénieurs en développement web. Je vais vous parler donc c'est moi tout en bas, de la bibliothèque de composants que j'ai créée et vous montrer un peu le parcours de mon parcours parce que je n'avais jamais fait. Et donc on peut se demander pourquoi une bibliothèque de composants. Tout le monde sait ce que c'est qu'une bibliothèque de composants. Donc pourquoi on va en faire? Pour avoir de la cohérence à la fois visuelle et comportementale sur chacun des composants d'une application, en tout cas dans une même identité visuelle. Et on veut réutiliser ces composants. Et on veut être aussi efficient en développement, c'est-à-dire copier le moins de code possible et réutiliser au maximum des composants qui n'ont été codés qu'une fois. Maintenant, pourquoi Vue DSFR? Parce que je vais vous parler de Vue DSFR. Mon client, qui est le Bureau des ressources de réalisation du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, donc le BRR du MIOM, avait choisi Vue pour développer des applications. Et il doit respecter le DSFR. Qui sait ce que c'est que le DSFR? Une personne. Okay. 2 personnes, super. Et elle avait une équipe de juniors. J'étais donc chargé de former des développeurs à la fois sur JavaScript et les nouvelles additions de JavaScript à des gens qui avaient fait un peu de PHP, un tout petit peu de jQuery. Leur enseigner Vue aussi et les SPA. Et donc ça fait déjà beaucoup. J'ai pas mis TypeScript dans le scope. Qu'est-ce que c'est que le DSFR? C'est le système de design français. Design System French. C'est un peu bizarre comme nom, enfin, c'est comme ça qu'ils se sont appelés. C'est à la fois une charte graphique avec, oui, 2 mégas de CSS. On peut se débrouiller avec 1 méga 5. Donc ça, pour les Core Web Vitals, c'est pas génial. C'est donc une bibliothèque de composants. C'est un projet super actif, donc il y a des nouvelles versions tous les 3 mois, avec parfois des nouveaux composants qu'il faut qu'on intègre, nous, dans la bibliothèque Vue DSFR. C'est écrit en JS natif et en Sass. Le Sass, c'est pas très important, on utilise le CSS final. Par contre, comme c'est en JS natif, on doit créer donc des composants Vue, parce qu'il est hors des questions qu'on copie-colle à chaque fois le HTML de chacun des composants du DSFR dans nos applications. Et donc, il faut penser conception. Avant de coder, il faut s'entendre sur la conception. Et donc, il faut définir nos besoins. Nos besoins, c'était de respecter le DSFR en restant accessible. Tout le monde sait ce que c'est que l'accessibilité. C'est super important en général et c'est très important pour tous les sites administratifs. Ils doivent absolument respecter le RG2A qui est le règlement général de l'amélioration de l'accessibilité, si je ne me trompe pas. Et ça doit être en Vue.js. Ça, c'est nos besoins. Maintenant, moi, j'avais d'autres exigences, parce qu'il y avait déjà eu des essais de bibliothèques de composants, sauf qu'elles étaient en Vue 2 et elles n'étaient pas disponibles sur NPM. Donc moi, je voulais que ce soit en Vue 3, et seulement en Vue 3. Pourquoi? Parce que je voulais pousser les gens à développer en Vue 3. J'ai commencé en 2020,
Donc Vue 3 était tout neuf, il y avait encore plein d'applications en Vue 2, mais je voulais qu'on fasse du Vue 3. Je voulais que ce soit publié sur NPM, je voulais que ce soit bien documenté, je voulais utiliser les derniers cris des technos, c'est mon côté nerd. Je voulais que ce soit compatible SSR, parce que je sais qu'il y a des applications qui sont faites en Nuxt dans différents ministères. Et je veux qu'elle soit utilisable en tant que plugin, c'est-à-dire que comme Vuetify, si vous l'avez déjà utilisé, on inscrit le plugin et on peut utiliser tous les composants sans les importer dans n'importe quel template. Mais je voulais aussi qu'on puisse, pour les petits projets, n'importer que les composants qu'on utilise. Je voulais que ce soit testé et que ce soit open source. J'ai donc créé un dépôt GitHub. Et en plus, une fois qu'on a défini nos besoins et nos exigences, il faut établir des conventions, super important, ça c'est dans n'importe quel projet, même pour les projets qui ne sont pas des bibliothèques de composants. Donc il faut définir des conventions d'organisation de fichiers de dossiers, de nom de ces fichiers, de ces dossiers et des variables, et des règles syntaxiques et de formatage avec ESLint. Bon, ça, je pense que je vous apprends pas grand-chose, j'espère en tout cas. Et il faut en plus établir des conventions de nommage des commits. C'est super important pour des bibliothèques, pour que les changelogs soient générés automatiquement à partir des messages des commits. Nous, on ne s'est pas embêté, on a utilisé Conventional Commits. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller voir Conventional Commits en un seul mot.org. Il y a une traduction dans plusieurs langues, dont le français. On a aussi dû établir des conventions de gestion des branches Git. On a utilisé Gitflow, c'est un peu compliqué. Peut-être que ça, on aurait pu utiliser le GitHub Flow, qui est plus simple. Et je voulais aussi, ça c'est en cours, établir des conventions de documentation pour que chaque composant ait le même plan dans la documentation. Une fois qu'on a défini ces conventions, il faut bien toujours penser à la personnalisation lors de la conception des composants. Il faut que les composants soient personnalisables tout en restant accessibles. Et ça, j'essaierai d'avoir le temps de vous montrer pourquoi ça peut poser problème. Et je n'ai pas envie que les développeurs connaissent les classes spécifiques du DSFR. J'ai envie de les libérer de ça et par extension, j'ai envie que la documentation de Vue DSFR suffise et qu'on ne consulte qu'une documentation, celle de Vue DSFR, et qu'on n'ait pas besoin d'aller voir la documentation DSFR. Maintenant, la pile technique que j'ai choisie, ou la stack technique, j'ai choisi de traduire, je ne sais pas si c'est un bon choix. On a utilisé Vite, j'espère que tout le monde utilise Vite aujourd'hui. À l'époque, ce n'était pas forcément une évidence, il y avait encore Vue CLI qui était là, et donc Webpack. J'ai utilisé Rollup au début, je vais vous expliquer pourquoi, aujourd'hui c'est plus la peine. Vue 3 est uniquement Vue 3, j'ai déjà dit pourquoi. Storybook, tout le monde connaît Storybook? Qui connaît Storybook? Ok, cool. PostCSS, ça c'est pas très important, surtout que je suis passé à autre chose. Vitest, tout le monde connaît Vitest? Cool. Et Cypress, tout le monde connaît Cypress? Un peu moins, oui. Et puis VitePress. VitePress, tout le monde le connaît parce que vous avez tous vu les documentations de Pina et de... Pina, c'est VitePress, non? Ou c'est encore VitePress? Non, c'est VitePress, non. Je pense que toutes les documentations officielles sont faites à VitePress aujourd'hui. Et j'ai utilisé Wireframe, je vais expliquer pourquoi et ce que c'est. Bon, assez vite, sans jeu de mots, tout pourri. Pourquoi on a utilisé Vite? C'était super nouveau, mais c'était super actif. En moins d'un an, il y avait déjà une version 2. C'est très facile à mettre en place, parfait pour Vue.js et finalement pour plein d'autres bibliothèques et frameworks. Le problème, c'est qu'au début, il n'y avait pas de mode bibliothèque. C'est donc pour ça que ce n'est plus le cas aujourd'hui, il y a un mode bibliothèque. C'est pour ça que donc on a dû utiliser Rollup. C'est super mature, c'est fait par Rich Harris, si vous ne connaissez pas, créateur de Svelte. C'est super bien documenté, c'est très riche en plugins. D'ailleurs, les plugins Vite sont compatibles, enfin les plugins Rollup sont compatibles pour les plugins Vite. C'est exactement fait pour les bibliothèques. L'inconvénient, c'est une dépendance en plus, donc des recherches, de la documentation en plus. Ça ajoute un fichier de configuration. Mais bon,
C'était obligatoire pour une bibliothèque. Storybook, c'est super mature, très actif, peut-être un peu trop si on veut suivre. Très bien documenté, très riche en plugins aussi. Ça permet donc de faire de la documentation des composants assez facilement. La quantité de documentation est toujours autogénérée. C'est super facile à déployer pour que les utilisateurs puissent tester en direct les composants. Ça permet de développer, chacun des composants en isolation. Les inconvénients, c'est qu'il y a beaucoup de changements. Il y a eu CSF, donc c'est Component Story Format, je crois. Il y a eu trois versions. On est passé de MDX1 à MDX2. Il y a la V8 qui est sortie, nous on n'est pas encore passé dessus. Donc c'est aussi de la R&D, de la maintenance, de la lecture de documentation pour se mettre à jour. Et Vite à l'époque n'était pas natif. On a commencé avec Storybook 6.3 et un support acceptable de Vite est venu avec la 6.4. Et gros problème, c'est que si une prop et un slot a le même nom, il n'y a que le slot qui apparaît dans la documentation Storybook. Ça, c'est super dommage. Et en tout cas au début, c'est plus le cas maintenant, il y avait toujours une grosse dépendance à Webpack et à React, même si on utilise Vite et Storybook uniquement pour Vue. Maintenant, une fois qu'on a tout ça, on développe. Oui, c'est moi qui passe au-dessus des 3 jeunes filles. Les tests, pour les âmes sensibles. Les tests, il y en a 2. Les tests unitaires, donc dans un DOM émulé, dans Node.js, et les tests de composants, dans un vrai navigateur, grâce à Cypress. Vitest, ça me permet donc de faire les tests unitaires. Ce qui est génial, c'est que ça est propulsé par Vite. Donc on n'a pas besoin de faire de la transformation comme avec Jest, avec un truc en plus qui s'appelait Jest Transform. C'est super bien documenté. Ça a la même API que Jest. Merci Anthony Fou. Alors il l'a co-créé avec Patak, la Vitest. C'est qui? Ok. Et puis ça supporte la même config que Vite, avec un petit truc en plus, une propriété en plus pour les tests. Super expérience développeur. Les inconvénients, c'est que c'est difficile de tester justement l'accessibilité. Et ça, nous, on en avait besoin. Vue Testing Library avec JSDOM, je ne vais pas en parler beaucoup, mais enfin c'est super bien, j'aime beaucoup la philosophie. Le problème, c'est qu'il y a des problèmes avec Suspense et il y a donc des issues dans VTL, c'est Vue Testing Library, c'est donc une adaptation de Testing Library pour Vue. Il y a encore des issues non résolus pour Vue depuis assez longtemps. Et c'est encore un truc à apprendre, à configurer, à faire coexister avec tout le reste. Cypress, ça permet donc de faire des tests de composants depuis la V7. C'est super bien, en tout cas à l'époque c'était le meilleur truc pour faire des tests de composants. Et ça le faisait dans un vrai navigateur et on pouvait vraiment tester l'accessibilité. Et la configuration est super simple pour la CI. C'est très facile de faire tourner les tests dans un navigateur sans tête, donc sans interface graphique. Et super DX. Vraiment très très bien Cypress. Les problèmes, c'est encore une API à connaître pour les tests. C'est encore une dépendance avec encore une configuration, notamment une configuration TypeScript différente. Et beaucoup de changements. On a commencé avec la version 7, aujourd'hui on a la version 13 je crois. Et les plugins ne suivent pas toujours, et notamment depuis la V10, il y a le plugin qui nous permettait d'émuler la touche Tab qui ne fonctionne plus. Et donc pour tester l'accessibilité justement, c'est super dommage. Et c'est pour ça qu'on s'est mis à faire des tests avec Storybook, grâce au Play Function qui existe depuis la 6.4.0. Ça me permet de tester l'accessibilité, c'est basé sur VTL, donc une API qu'on connaît. C'est compatible vite. Les tests sont faits dans un vrai navigateur, c'est Playwright qui est utilisé sous le capot.
Les inconvénients, c'est plus difficile à utiliser en CI. Alors c'est possible, hein, mais moi je ne l'ai pas encore fait. Ça ne tombe pas encore en CI, les tests faits avec Storybook. Et c'est encore très jeune, donc il y a des API qui peuvent changer. Maintenant, la documentation. Donc une fois qu'on a bien conçu, qu'on a bien développé, qu'on a bien testé nos composants, il faut faire de la documentation. Storybook est fait pour ça. Au début, je pensais que c'était suffisant. Seulement, je trouve que c'est très fait pour ceux qui développent des bibliothèques de composants. Je ne trouve pas que ce soit vraiment pour les développeurs qui utilisent ces composants. Et donc, j'ai utilisé autre chose que je vais vous montrer après. Je trouve que c'est un peu austère, pas super fun, pas très personnalisable. Et toujours ce gros problème, si un slot et une prop ont le même nom, et ça arrive dans beaucoup de mes composants, de nos composants, et ben il n'y a que le slot qui apparaît. Voilà donc à quoi ça ressemble Storybook pour ceux qui ne connaissent pas. Donc on peut faire de la documentation en Markdown. Il y a beaucoup moins d'extensions que dans VidPress que je vais vous montrer tout à l'heure. Il y a ce truc-là qui est pas mal, qui est intégré à Storybook pour voir toutes les couleurs utilisées dans le CSS, sauf que vous voyez, on ne peut pas sélectionner, enfin c'est difficile de sélectionner le nom de la variable CSS et de la copier dans le presse-papier. Donc ça c'est un peu dommage. Ici par exemple, vous voyez qu'avec la touche Tab, je peux atteindre les accordéons. Donc ça c'est super important de pouvoir le tester. Et je vais vous montrer, c'est par là DSFR modèle. Vous me dites plus haut, plus bas. J'arrive pas là, plus haut. Là. Voilà, DSFR modèle. Donc un petit mot sur l'accessibilité. Voilà, vous avez vu ou c'est allé très vite? Alors je vous le refais. Voilà, là je fais des tests d'accessibilité dans Storybook directement. Vous voyez que j'ai le focus sur le bouton ouvrir le modèle, pardon. Non. Et si j'appuie dessus, j'ai le focus sur fermer. Donc ça c'est super important pour l'accessibilité. Et si je rappuie sur fermer, j'ai de nouveau le focus sur le bouton qui a ouvert le modèle. Ça c'est aussi super important pour l'accessibilité. Et un autre truc super important pour l'accessibilité, merci Eduardo, c'est Focus Trap View qui me permet de rester dans la modèle si j'appuie sur la touche Tab. Voilà. Oups. Maintenant, VidPress. Donc c'est vraiment un super projet, c'est super connu, ça va rester là longtemps. C'est très facile d'écrire le doc parce que c'est du Markdown. C'est très facile à mettre en place dans un projet qui est déjà en Vite. Très personnalisable et facilement, sans même lire de doc. Très bonne UL par défaut. Très bonne DX, on modifie le Markdown et puis avec le HTML, on voit tout de suite le résultat. Il y a plein d'additions au Markdown super intéressantes. Les inconvénients, c'est que c'est encore un outil à configurer, à faire coexister avec le reste. Et il y a un problème pour séparer les styles de VidPress des styles du DSFR ou de n'importe quelle de votre bibliothèque de composants. Et c'est pour ça qu'on a utilisé Wireframe, qui, comme son nom l'indique, utilise des iframes pour isoler le code CSS, enfin tout le code, des démos de VidPress. Donc c'est un super petit projet, ça permet donc d'isoler le style et tout le code des démos de VidPress. C'est assez bien documenté, alors je dis assez bien parce que je trouve qu'il manque des choses. Les inconvénients, c'est très nouveau, donc l'API elle a déjà changé pendant que j'ai fait des essais, moi. C'est pas super simple à configurer. Et je vais donc vous montrer le résultat. Voilà, donc pareil, j'ai mis un peu aux couleurs du DSFR. Ce que je vous ai montré tout à l'heure,
Voilà, j'ai fait en équivalent et là on peut, c'est très facile d'intégrer des composants vus. Donc j'ai fait un composant vue qui m'affiche tout ça et si je clique ici, ben, je copie dans le presse-papier le nom de la variable CSS ou si je clique ici le code exact de la couleur. Là, vous voyez que dès que je clique sur tous les composables, la barre latérale, le contenu change. Et pareil, quand je clique sur liste des composants, voilà, tout ça, je crois que c'est pas possible avec Storybook. Dernière chose que je veux vous montrer, c'est qu'il est possible c'est un peu compliqué, mais c'est possible, j'ai réussi, de faire en sorte que ça, c'est une iframe, d'accord, de wireframe. Vous voyez qu'il y a un composant accordéon, exactement comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qui appartient au DSFR, et là, il n'y a aucune pollution de DSFR dans Vite et dans VitePress et de VitePress dans la démo. Et c'est un peu compliqué, mais on peut récupérer le thème de VitePress et donc faire en sorte que dans la démo, on ait un changement aussi du thème du DSFR. Et on peut choisir aussi de faire que ce soit indépendant. Notamment quand j'ai voulu faire la doc en composable qui permet de changer facilement de thème, j'ai pu ici séparer le thème sombre clair du DSFR, de la démo, du thème clair sombre de VitePress. Voilà. Je me suis un petit peu amusé avec ChatGPT pour qu'il m'aide à écrire de la documentation. Ça c'est assez sympa pour que notamment dans les documentations de composants, voilà, écrire ce genre de tableau, là il n'y a pas beaucoup de props, mais enfin, écrire ce tableau en Markdown, c'est un peu fastidieux. Et ChatGPT sait très bien repérer à partir d'un code vu les props, celles qui sont obligatoires, qu'est-ce que c'est. Voilà, donc ça m'a fait gagner pas mal de temps. Et j'ai aussi fait ça pour quelques stories. Quand j'ai eu l'idée, malheureusement l'idée un peu tard, pour faire les stories de certains composants. Donc pour chaque... ça va, question de temps là. Pour chaque composant, donc, j'ai un fichier vue, normal, mais j'ai aussi donc un fichier de test end-to-end avec Cypress. Bon, je l'appelle end-to-end, mais ça devrait s'appeler CT. Un fichier pour la doc, un fichier pour les tests unitaires, un fichier pour les storybooks et un fichier pour les types. Ça fait beaucoup et il y a une option depuis quelques mois pour faire en sorte que le fichier vue soit finalement comme un fichier, et si je clique ici, ça plie tout ce qui est en dessous. Bon, voilà, si ça vous intéresse, ça s'appelle file nesting. Ça peut être sympa si vous faites, pour mettre vos tests, si vous avez dans vos applications un fichier React ou Vue avec ou quoi que ce soit, avec en dessous un fichier test et un fichier de composants. Ça peut être sympa de limiter les lignes dans votre explorateur de fichiers. Ça c'est les extensions. Si vous avez des questions, je suis là après. Une fois qu'on a créé tous ces composants, qu'on a fait la documentation, il faut le publier. Je l'ai publié sur NPM. On a utilisé un scope pour faire un peu sérieux. On l'appelait govminint. Et on le publie à chaque commit ou push sur main. En fait, c'est que des merges sur main. Grâce à Semantic Release. Si c'était à refaire aujourd'hui, peut-être que je regarderais Google Release Please. Et donc c'est très important, ça lit par défaut, ça lit les changelogs, ça génère un changelog à partir de la lecture des messages de commit s'ils sont formés avec conventional commit. Et pour la documentation, merci Netlify, j'ai pu déployer Storybook gratuitement, la nouvelle doc gratuitement et une app de démo gratuitement sur Netlify. À chaque fois,
dès que je push sur commit. Maintenant, pour la contribution, si vous faites de l'open source, eh ben, il faut faciliter les contributions au travers de documentation, de réactivité sur les issues GitHub et indiquer les canaux de communication. Moi, j'ai créé un serveur Discord pour faciliter la communication sur les problèmes rencontrés ou surtout les demandes de fonctionnalités. Il faut présenter clairement les exigences aussi, parce que c'est pareil, il faut absolument qu'on respecte conventional commit, sinon il n'y a pas de changelog généré correctement. Et pareil, on ne peut pas partir de main et demander la fusion dans main, il faut partir de develop et fusionner dans develop, enfin, le git flow, comme je vous disais. Donc ça, il faut le dire clairement, pour ne pas avoir à le répéter à chaque fois que quelqu'un veut contribuer. Et donc faire une documentation pour le développeur contributeur. L'écosystème, j'ai créé un assistant pour créer facilement une application qui intègre Vue.dsfr, c'est très inspiré de créer de Vue évidemment. J'ai créé un module Next3 pour qu'on n'ait pas grand chose à faire si on veut utiliser Next dans un projet existant. Créer de Vue.dsfr permet de générer une application Vue ou Next. J'ai créé une extension VS Code avec des snippets pour chacun des composants. Ça, je vous invite à le faire aussi si vous faites des bibliothèques de composants pour vos projets. Et j'ai créé un serveur Discord. Le futur de Vue.dsfr, ça y est, enfin, c'est pas encore dans main, enfin, je suis passé à Lightning CSS au lieu de PostCSS. J'utilise Publint dans la CI. C'est quelque chose qui permet de vérifier que votre paquet est bien correctement publié, notamment le paquet JSON qui est bien renseigné. Mais pas seulement. Je ne construis que des ESM. Je n'ai plus de CommonJS. Je vais sans doute abandonner Cypress et faire les tests uniquement dans Storybook, ou peut-être Playwright, je ne sais pas encore. Je compte essayer Histoire, et connaissez Histoire ? Et je compte compléter la nouvelle doc VitePress. Voilà, beaucoup de boulot. Et peut-être, si j'ai le temps, créer un gabarit pour les issues GitHub, mais enfin, pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Merci beaucoup. Je sais pas.